Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Travail du social. Travail du social, collection dirigée par Alain Villebrode. La collection s'adresse aux différents professionnels de l'action sociale mais aussi aux chercheurs, aux enseignants et aux étudiants souhaitant disposer d'analyses pluralistes approfondies à l'heure où les interventions se démultiplient, où les pratiques se diversifient en écho aux recompositions du travail social. Qu'ils émanent de chercheurs ou de travailleurs sociaux relevant le défi de l'écriture, les ouvrages retenus sont rigoureux sans être abscons et bien informés sur les pratiques sans être jargonnants. Tous prennent clairement appui sur les sciences sociales et, dépassant les clivages entre les disciplines, se veulent être de précieux outils de réflexion pour une approche renouvelée de la question sociale et, corrélativement, pour des pratiques mieux adaptées aux enjeux contemporains. Dernière parution. Fatih Benmerad, Interaction communicative en médiation. La construction d'un dialogue, 2018. Florence Douguet, Thierry Fillaut et Juliette Hontebeyrie. Intervenir en première ligne, les professions de santé libérale face aux défis de la santé de proximité, 2016. Charline Olivier, Le travail social à l'épreuve de la rencontre, 2016. Christophe Véron, Les formateurs en travail social. Sociologie d'un groupe professionnel menacé, 2016. Florence Tardif-Bourgoin, Vers une professionnalisation du bénévolat, 2014. Édith Lapère, Une éducatrice raconte, 2014. Marc Chevalier, Les disciplines artistiques au service de la formation des adultes. 33 années d'expérience pratique, 1962 à 1995, 2012. Bernadette Anglerud, Lyon et ses pauvres, 2011. David Saint-Marc, La formation des médecins, 2011. Dédicace. Je dédie cet ouvrage aux personnes suivantes. Marie et Grégoire pour leur soutien, leurs conseils, leur patience, leur présence et leur amour. Au père Gilliot, mon professeur de français, dont le crayon aussi taillé que le verbe ne m'a pas ménagé. Préambule. La forme masculine est utilisée pour des raisons grammaticales et stylistiques, mais comprend les genres féminin et masculin. Préface. Faire de la fiction une réalité de l'intervention sociale. Il fallait oser. Certes, Didier Vrancken nous avait déjà rappelé la prégnance du simulacre à propos du quasi-contrat d'aide sociale construit sur le modèle du contrat de travail supposant l'égalité formelle des parties, alors même que prime la détermination fondamentale de l'État dans l'existence et la nature de la relation d'assistance. Ce faisant, en mettant en scène une égalité fictive, ce simulacre participe à transformer le statut du destinataire de l'aide et en fait sujet actif de droit. Didier Vrancken pointait là toute la puissance actentielle de la fiction au sein du travail social reposant sur une dynamique de la figuration. On fait comme si la personne en formation était en situation d'emploi, comme si la personne handicapée était un citoyen ordinaire, comme si l'assisté social était en situation de co-contractant de l'aide. Cette falsification du réel, en même temps qu'elle relève de l'ordre de la tromperie, souvent partagée, soulignait-il, participe aussi à produire des effets de réalité, ne serait-ce que parce que certains des acteurs finissent par y croire ou par oublier le registre du semblant et ainsi en sont conduits à agir selon ce nouvel ordre de réalité qui de simulé devient effectif. Certes, Martine Zwick-Monet avait déjà attiré notre attention sur le caractère fictionnel des politiques d'insertion. Elle pointait le faire croire des programmes d'insertion où le déplacement tient lieu de mouvement, lorsqu'elle examinait en détail la logique de l'escalier de l'insertion qui entend scander l'ascension vers l'emploi en marquant des étapes en même temps qu'en signifiant un mouvement soulignant une progression dans le cheminement vers l'emploi. Dans une logique générale d'activation qui suppose la motilité, la rhétorique de l'escalier est en effet particulièrement agissante. Elle met l'accent sur la nécessité du mouvement et sur l'impensable de la stabilité, en même temps qu'elle stigmatise l'installation durable dans l'insertion et cherche à s'opposer, pour le dire comme Robert Castel, à la transformation de l'insertion de processus en état. Pour cela, il lui importe de maintenir le mouvement à tout prix, même sans la progression, simplement en actant des déplacements, partant du fait qu'il vaut mieux bouger que stagner. D'où l'idée de marche latérale, proposée par Martine Zwick-Monet, qui ne mène en fait nulle part.
Elles sont avant tout employées comme occupation, comme subterfuge à la difficulté d'insérer, page 137. Au mieux, elles sont un entraînement à l'ascension, un maintien en forme au cas où, comme les programmes de tassabilité métaphoriquement imaginés par Jean-Noël Chopard pour conserver la compétence à prendre le moins de place possible dans un métro surpeuplé, à Tokyo dans son exemple imaginaire, en s'exerçant à se tasser à longueur de journée dans des rames factices ne conduisant nulle part afin être disponible le jour où une place de voyageur se libérerait éventuellement. Mais faire de la fiction un support analytique pour comprendre ce qui se joue dans la relation intervenant-usager. Il fallait oser davantage. Elisa Felley-Favre nous montre en effet toute la force du comme si, dans le concret de l'intervention. Elle nous invite à nous pencher sur la fiction en tant que ressort pédagogique. Elle reprend et illustre en ce sens l'idée de feinte partagée. Loin de ne voir dans la fiction que quelque chose relevant de la tromperie et de la falsification du réel, de n'être qu'une feintise jouant avec la réalité, elle invite à la considérer comme une modélisation cognitive, comme un ressort de l'apprentissage social de l'agir en société, comme l'enfant qui joue à être adulte sans lui-même être un adulte, mais apprenant et comprenant par ce jeu ce qu'être adulte signifie et suppose. Si les dispositifs d'entreprise fictionnelle sont aujourd'hui pris au sérieux, nous dit Didier Vranken, c'est bien parce que la fiction incline à l'action. La fiction offre la possibilité d'imaginer le réel, de le remodeler, de l'expérimenter. Elle le rend vraisemblable. Elisa Felley-Favre illustre ainsi comment la fiction peut s'avérer être un puissant levier de mobilisation des personnes en quête de ressaisissement, en développant une compétence imaginante qui favorise le passage d'une situation réelle posant problème à une immersion fictionnelle permettant la prise de recul et l'abaissement des tensions psychologiques. Elle dévoile ainsi un dispositif d'apprentissage et d'intégration reposant sur un mécanisme construit en même temps que discret. Un dispositif ludique et partagé qui illustre à merveille la notion de suspension consentie de l'incrédulité, qu'elle emprunte à l'analyse littéraire, cette opération par laquelle le jugement est suspendu, mais pas annulé, pour accueillir pleinement la force imaginante de ce qui est raconté ou mis en scène. En proposant ce détour métaphorique, Elisa Felley-Favre invite au dépassement de la logique du simulacre permettant à chacun de sauver la face en jouant le jeu de la convention comme Barney Glaser et Anselm Strauss l'ont analysé à propos de la conscience de la fin de vie lorsqu'ils ont distingué le contexte fermé. Des acteurs savent, le médecin, l'équipe hospitalière, l'autre ne sait pas, le patient, qu'il n'y a pas de rémission possible, le contexte de suspicion, les uns savent, autres se doutent et essaient de valider ses intuitions en testant les premiers. Le contexte de simulacre mutuel, tout le monde sait que les autres savent mais personne ne dit rien, on fait comme si de rien n'était. Le contexte ouvert, tout le monde sait et tout le monde sait que les autres savent. Ce qui est au cœur de la notion de contexte de conscience, et qui en fait d'ailleurs la richesse analytique, c'est la gestion de l'information. Comment tenir le non-dit? Comment détourner les soupçons? Comment ne pas aller au-delà de ce qui est su de manière partagée? Certes, je sais que ma maladie est irrémédiablement létale, mais il n'en demeure pas moins des questions désormais cruciales. Quand mourrai-je effectivement? Souffrirai-je atrocement? Serais-je digne dans les derniers instants? Or, ce à quoi nous invite Elisa Felley-Favre, c'est à opérer un saut analytique en articulant les potentialités du contexte de simulacre mutuel et celles du contexte ouvert. Dans son analyse de l'interaction usager-travailleur social au cœur de l'intervention sociale, le premier contexte n'est plus seulement une manière élégante de rendre la situation difficile supportable en feignant qu'elle n'est pas, tout comme le second n'est pas qu'une forme respectueuse de mise en transparence de la réalité. Dans la lecture proposée par Elisa Felley-Favre, les problèmes rencontrés et les difficultés expérimentées par l'usager dans son expérience sociale d'organisation de son existence ne sont pas niés, ni ne sont recouverts par une quelconque chape de pudeur. Ils sont toujours là et bien à l'œuvre, mais en lançant une procédure de suspension consentie d'incrédulité, comme le font les enfants, avec leur on dirait que, qui savent fort bien que les contraintes parentales vont les rappeler à l'ordre du réel à un moment ou à un autre, ne serait-ce que pour souper ou aller prendre un bain, le travailleur social et l'usager ouvrent le champ des possibles, libèrent la puissance imaginante et envisagent des prises de rôle différenciées.
Bien sûr, le réel n'en est pas moins toujours contraignant, mais la mise en avant d'autres rapports possibles au monde a pu non pas certes ouvrir vers une bifurcation radicale, mais créer une opportunité pour opérer un pas de côté ou bien révéler des ressources ou compétences enfouies, oubliées ou inavouées. Cet état mental d'immersion fictionnelle qui permet une mise à l'épreuve de soi dans un dispositif sécurisé, puisqu'il est celui du comme si, est par ailleurs fortement soutenu par l'invitation de mise en récit de l'expérience de l'usager que véhicule la dynamique actuelle des logiques d'activation du travail social contemporain. Cette mise en scène de soi constitue en ce sens une aubaine fictionnelle pour libérer des visions de soi et les soumettre à l'épreuve. Ce dispositif narratif offre les mêmes vertus que l'appareil de conversation pointé par Peter Berger et Thomas Luckman à propos du processus d'alternation, cet espace de transformation qui permet d'expérimenter progressivement une nouvelle identité et d'en tester la faisabilité en aidant à réfléchir à la situation problématique vécue, à l'évaluer, à reconnaître des liens entre le présent et le passé, à trouver des explications, à identifier des conséquences. Il constitue tout à la fois une réserve de moyens pratiques et symboliques dans laquelle puiser, mais aussi une opportunité pour un travail maïeutique soutenant le processus réflexif de l'usager sur la situation problématique qu'il vit. Autant dire que, comme pour toute œuvre de fiction, quand vous aurez ouvert ce livre, vous ne pourrez pas le refermer avant de l'avoir fini. Et ce d'autant plus qu'Elisa Felley-Favre a poussé l'exercice de la fiction jusqu'à en faire une modalité stylistique, pour donner à voir les coulisses de la relation professionnelle. Il fallait plus que du courage. Il fallait du talent pour recourir à des procédures scripturales empruntées au théâtre, didascalie, dialogue, scénette, sens de la chute, pour un sujet qui s'y prêtait aussi peu. Vous ne pourrez plus fermer ce livre parce que, sans vous en apercevoir formellement, comme pour toute œuvre de fiction, vous aurez ouvert de manière inattendue votre compréhension d'un monde, jusqu'alors autant familier qu'inconnu, celui des manières d'agir des intervenants sociaux, qui prendra dès lors à vos yeux une toute autre dimension. Marc-Henri Soulet, chaire de travail social et politique sociale, Université de Fribourg. Introduction. Enfant, je rêvais d'être Wendy. Peter Pan viendrait me chercher et nous nous envolerions vers le pays de nulle part. Je pensais aussi que le BGG, à travers sa grande trompette, soufflait mes rêves nocturnes par la fenêtre de ma chambre. Souvent j'imaginais que mon piano devenait le pianoctel de Colin lorsque je travaillais mes gammes. Plus tard, j'ai été dégoûtée quand l'abbé Tolbiac a piétiné la nichée de chiots de Jeanne. J'ai ressenti une forme d'angoisse lorsque la créature du docteur Victor Frankenstein a pris vie. Parfois j'ai ri, j'ai pleuré aussi. Pourtant, Peter Pan, le BGG ou l'abbé Tolbiac n'existent pas. Les pianos ne fabriquent pas de cocktails et le meilleur des médecins ne ressuscite aucun mort. Ces personnages, ces actions n'ont vie que dans notre esprit, notre imagination, nos rêveries. Ils sont prisonniers des romans qui les ont fait naître et des mots qui les décrivent. Ils font nos fictions. En revanche, nos émotions, nos ressentis sont bien réels. Mes joues ont bel et bien été mouillées par une larme lorsque Chloé est morte. J'ai senti mon cœur battre plus vite lorsque j'ai eu peur. En plongeant dans ces fictions, j'ai quitté pour un instant les contraintes du monde pour m'évader vers un ailleurs que j'étais seule à connaître, mais qui nourrissait ma réalité d'images nouvelles, de sensations inédites, d'imaginaires rêvés. Cela, nous l'avons tous éprouvé. Nous avons tous vécu au moins une fois l'immersion fictionnelle. Le contexte étudié ici est celui de l'aide sociale financière en Suisse. On semble bien loin des fantaisies des contes et légendes de mon enfance ou des aventures romanesques de héros fabuleux. Budget, assistance, mesures d'insertion, contraintes, contrôle, subventionnement, contrat, bourse, sanctions, allocations, remboursement, projet. Pourtant, de l'immersion fictionnelle littéraire, théâtrale ou cinématographique à l'immersion fictionnelle invoquée dans le contexte que nous étudions, il n'y a qu'un pas à peine que je vous invite à franchir dans les pages qui suivent. La première question qui a motivé ce travail a été la suivante. Comment l'intervenant social travaille-t-il, si tout lui échappe ? Il n'a en effet aucune prise sur les lois, les règlements et les directives qui forment le cadre légal de son activité. En outre, il ne peut en un claquement de doigts faire disparaître l'addiction d'un usager. De même, il ne peut respecter l'autorité ou les horaires à sa place. Si le bénéficiaire persiste à lui cacher certaines choses, l'intervenant ne pourra les découvrir. Que lui reste-t-il dès lors ?
Pris entre ses limites et ses contraintes, liées tant au cadre institutionnel qu'à la réalité de l'usager? J'avais débuté ma réflexion en comparant l'assistant social à un artisan aux mains liées. Ses gestes sont limités, empêchés, entravés. Sur son métier, une matière brute, une misère qu'il ne choisit pas, mais dont il faut bien qu'il fasse quelque chose. Toutefois, si ses mains sont prisonnières, sa liberté de penser et d'imaginer est, elle, illimitée, et les possibles prennent vie d'abord dans son esprit. Un important paradoxe se présente immédiatement à nous. L'assistant ne peut agir, mais pourtant il est agissant. C'est à son contact en effet que de très nombreux individus exclus ont pu se réinsérer, que des situations noyées dans des problématiques complexes ont trouvé une solution. Comment résoudre ce paradoxe? S'il ne peut faire à la place d'eux, le travailleur social peut en revanche possibiliser chez autrui un agir que lui-même n'a pas. Il peut faire faire. En effet, l'aide ne consiste pas à faire à la place de quelqu'un l'action qui lui est difficile. Faire faire, c'est encourager l'action chez l'autre. Et c'est justement par la médiation d'une fiction que l'assistant social y parviendra. Si ses gestes sont entravés, son imagination demeure sans limite. En créant les conditions d'une immersion fictionnelle, il fera naître une impulsion à l'action. Rappelons-nous lorsque nous pleurons devant une pièce de théâtre. La mort de notre héros n'est que fiction, nos larmes sont réelles. La fiction est opératoire. Or, si cette fiction est l'outil de l'assistant social, son média, elle ne peut être saisie que dans la réciprocité. Il faut en effet adhérer à la fiction proposée par tel auteur pour que celle-ci nous fasse rire aux éclats ou pleurer à chaudes larmes. Le lieu privilégié pour observer la fiction à l'œuvre est le lieu d'exercice de cette réciprocité entre assistant social et usager. Le caractère opératoire de la fiction ne peut être saisi qu'à travers l'étude de leurs relations. C'est pourquoi j'en ai fait l'objet de ce travail. Nous interrogerons donc ici la relation entre le travailleur social et l'usager, dans le contexte de l'aide sociale financière. Bien loin des tergiversations scientifiques, il y a un enjeu de base dans cette relation qu'il s'agit de ne pas oublier. Le but du travail de tout assistant social est de parvenir à réinsérer le bénéficiaire de l'aide sociale. L'accompagnement de l'usager par le professionnel est une aide qui aide à se passer d'aide, une thématique qui fait couler beaucoup d'encre. De nombreuses questions animent le débat scientifique. J'en identifierai ici de 3 types. Le premier est d'un niveau plutôt macro. Il regroupe toutes les questions relatives au système social en lui-même. Dans ce contexte, la psychologisation de l'intervention sociale, provoquée selon d'aucuns par l'individualisation des politiques sociales, anime de nombreux débats. Dans ce contexte, l'accent est mis sur l'individu, sa responsabilité et le développement de son autonomie. Selon certains, cette psychologisation se traduit principalement en direction des personnes en souffrance, lesquelles sont appelées à effectuer un travail sur soi. Un paradoxe majeur est mis en lumière dans cette discussion. C'est au plus faible qu'il est demandé de faire preuve d'autonomie, de capacité à prendre sa vie en main. C'est lui que l'on enjoint à devenir entrepreneur de sa vie. Or, qu'est-ce qu'un entrepreneur sinon quelqu'un qui doit prendre les bons risques, vivre dangereusement? Vivre dangereusement, et donc être vulnérable. Il est donc demandé d'une certaine manière, aux vulnérables d'être vulnérables. Quel individu est donc produit par ce contexte? Le social ne devient-il pas étranger à lui-même, barbare? À cela s'ajoutent les contraintes de la nouvelle gestion publique qui érodent les fondements idéologiques du métier, en mettant en avant la performance, le chiffre, le bénéfice, les économies. Quelle identité de métier pour les travailleurs sociaux contraints de faire du chiffre avec la souffrance d'autrui? Quel ressenti pour ces professionnels du social dont la qualité du travail est mesurée par un chiffre? Le second type regroupe toutes les questions relatives à la place occupée par les individus dans la relation. Dans le contexte décrit plus haut, puisqu'on parle d'individualisation des politiques sociales, la relation est-elle devenue symétrique, une relation d'égal à égal entre deux individus singuliers? S'agit-il d'un travail avec autrui ou sur autrui? S'agit-il d'une relation d'aide, véritablement, ou d'une relation de pouvoir déguisé? Quelle place est effectivement laissée à l'usager, et en particulier à sa parole? S'agit-il d'un faux échange comme le soutient Guy Bajois, ou grâce à la singularisation de l'intervention, d'une relation quasi égalitaire comme le soutient Jacquion?
Comment se traduit le consentement de l'usager? Donne-t-il son assentiment aux propositions qui lui sont faites, ou lui sont-elles imposées? S'agit-il d'un consentement libre et éclairé, ou d'un consentement vicié? Le dernier type de question concerne la finalité du travail d'accompagnement. Le terme à la mode est le DPA, à savoir développement du pouvoir d'agir des bénéficiaires. Les formations en DPA sont légion de nos jours, et sont souvent présentées comme la clé de lecture et de solutionnement des problématiques rencontrées. On retrouve deux grandes tendances vis-à-vis de ce DPA. D'un côté, certains, comme Yann Le Bossé, présentent le DPA comme une fin en soi. Développer le pouvoir d'agir est un but qu'il s'agit de poursuivre, et qui permettra aux individus de découvrir en eux-mêmes les moyens de s'en sortir. De l'autre côté, d'autres auteurs, tels Marc-Henri Soulet, affirment qu'il faut poursuivre un but qui dépasse la situation problématique. Le pouvoir d'agir ne peut être une fin en soi. Les compétences acquises n'ont de sens qu'à l'épreuve de la réalité. D'autres auteurs, enfin, s'éloignent de ce débat en affirmant que la finalité de l'intervention est le développement de l'autonomie de l'individu en question, mais là encore, les violons ne s'accordent pas. De nombreux auteurs soutiennent que l'autonomie est impossible, est une mystification, tout simplement parce que l'être autonome n'est absolument pas l'être inspiré par la saisie des opportunités, par la réalisation hic et nunc de ses désirs et de ses passions, par le souci d'être soi, mais l'être capable de dépasser les motivations purement passionnelles et instinctives de ses actes, capable de volonté et de liberté, c'est-à-dire capable de consentement éclairé. Or le monde contemporain tout entier soumis au règne de la mode, de la publicité, de l'efficacité, de la rentabilité, du bougisme, etc., ne s'oppose-t-il pas en raison de cette nature même au principe du consentement éclairé? De nombreuses questions sont là encore soulevées dans ce débat. Comment accompagner l'individu vers l'autonomie? Au service de quoi le développement du pouvoir d'agir est-il mis? Dans des contextes où un retour à l'autonomie semble compromis, l'accompagnement reviendrait-il tout simplement à veiller à ce que la situation n'empire pas? Le travailleur social doit-il viser une forme de statu quo? Ces questions sont capitales. Le but de ce travail n'est toutefois pas d'y répondre. Il ne s'agit pas de mettre fin au débat en y apportant une réponse, mais plutôt d'aborder ces mêmes questions à travers un angle inédit afin d'y apporter un nouvel éclairage, une nouvelle compréhension. J'ai d'ailleurs principalement concentré mon analyse sur le second type de questions, autour de la relation en elle-même, sans m'interroger sur des questions plus macro, et sans aborder spécifiquement la question de la finalité, car nous le verrons, interroger la relation permet nécessairement d'aborder la question de sa finalité. Ce travail s'appuiera sur deux outils conceptuels majeurs. Le premier et le principal est sans aucun doute la fiction. C'est là véritablement le levier qui me permettra d'appréhender, de réfléchir, d'analyser les récits qui m'ont été faits. Ce filtre de la fiction demeurera central tout au long de ce travail. Dans un second temps toutefois, j'analyserai la vie de la relation par le prisme de la confiance, qui deviendra ainsi un second outil conceptuel, se superposant au premier pour éclairer ma compréhension de la relation. En effet, il ne s'agira pas de faire un inventaire des différentes acceptions scientifiques du concept de confiance, mais bien d'utiliser la richesse conceptuelle de la confiance pour comprendre la relation. Nous avons donc dans cette problématique un axe principal. Comment la fiction permet-elle un éclairage nouveau sur les questions posées? Et un axe secondaire. Comment le concept de confiance peut-il fonctionner comme un outil permettant de comprendre la relation? Parler de fiction en sociologie n'est pas fondamentalement nouveau. Depuis les travaux d'Erving Goffman et sa métaphore théâtrale pour décrire les interactions sociales, de nombreux auteurs ont emprunté cette voie. Toutefois, il m'a semblé nécessaire ici, avant de me baser sur les sociologues, d'opérer un retour aux sources et d'approcher la fiction par son domaine originel d'appartenance, la littérature. Cela permet de soulever des questions qui, si elles ne semblent pas familières au domaine de la sociologie, apportent un nouvel éclairage, original, mais non moins pertinent. Qu'est-ce que la fiction? Quelles sont les réalités désignées par la fiction? Parmi celles-ci, lesquelles peuvent se rapprocher du domaine qui nous intéresse? L'état mental d'immersion fictionnelle esquisse un début de réponse. En usant des mêmes ressorts que la fiction littéraire,
l'assistant social parvient à recréer les conditions de l'état mental d'immersion fictionnelle chez l'usager. Quels sont ses ressorts? Comment fonctionne-t-il? Par les nouveaux possibles qu'il laisse entrevoir, l'espace fictif fonctionne comme un nouvel espace de représentation de soi, un espace de transition qui permet de se mettre à l'épreuve, c'est-à-dire d'éprouver ses capacités et ses potentialités. Penser la relation par le prisme de la fiction pose une autre question, celle des acteurs en présence. Un véritable jeu sémantique est à l'œuvre lorsque l'on introduit dans la réflexion les acteurs comédiens. On connaît les invites récurrentes des politiques actuelles à faire de l'usager un acteur, un sujet agissant, auteur et acteur de sa vie. Mais quel est le sens du mot acteur tel qu'il est proposé dans ces invites? Et quels seraient ses liens avec un acteur de théâtre ou avec un personnage de fiction? Car le personnage de fiction, qui est-il? Un acteur du récit. Quelle différence entre ces termes, si différence il y a? Qu'est-ce que l'utilisation de tel ou tel terme permet de comprendre de la réalité étudiée? Nous verrons qu'un élément central de ce jeu sémantique est de mettre en lumière des facettes multiples et de poser certaines questions auxquelles nous ne penserions pas de prime abord sans aborder la question des acteurs sous cet angle. Quel est le caractère de ce personnage? Quelles sont ses motivations? Ses aspirations? Quelles actions peut-il entreprendre? S'il est acteur, quel rapport entretient-il avec les autres acteurs de la scène où il joue? Quelle est sa fonction dans l'interaction? Puisque nous parlons des acteurs en présence dans l'interaction, mentionnons aussi la question du spectateur. Il n'est en effet d'œuvre littéraire sans lecteur, de théâtre sans spectateur. Étudier le lien entre acteur et spectateur est donc un angle nouveau qui permet de discuter le pacte, ou contrat, qui fait traditionnellement le lien entre usagers et professionnels de l'aide sociale. La suspension consentie de l'incrédulité ou la réactivation sont deux concepts abordés dans la sphère théâtrale pour désigner la condition mentale nécessaire pour que la fiction opère et fonctionne sur le spectateur. Transposé au contexte étudié ici, il soulève aussi de nouvelles questions. La suspension consentie de l'incrédulité ne dure que le temps d'une pièce. Quelles sont les limites temporelles du lien entre spectateur et acteur? Quelle est la part d'incrédulité des acteurs en présence? Que suspendent-ils pour faire fonctionner la relation? Que réactivent-ils? Quel est l'effort de leur imagination pour faire vivre la relation? Si suspendre son incrédulité revient à accepter de croire à l'incroyable, quelle est cette part d'incroyable dans la situation qui nous intéresse? Comment les acteurs se l'approprient-ils? Poursuivons encore dans la voie de la fiction en nous intéressant spécifiquement au jeu des acteurs. Qu'est-ce qu'agir dans ce contexte si particulier qu'est l'aide sociale financière? La question a été maintes et maintes fois posée, explorée sous plusieurs angles. Les sociologues qui se sont penchés sur cette question ont chacun développé des formes d'agir spécifiques, en fonction des observations particulières relatives à leur sujet d'étude. Ainsi de l'agir faible, des pratiques prudentielles et de la ruse. Ce travail fait preuve ici de moins d'originalité que dans l'axe précédent puisqu'il s'inscrit dans leur exact sillon en proposant un agir basé sur des observations et répondant aux questions suivantes. Comment penser un agir dans un contexte d'incertitude? Comment comprendre la discrétion dont ils me font part? Comment penser un agir qui s'accommode d'une faiblesse de moyens? Comment fonctionne cet agir? Dans quelle mesure s'inspire-t-il des agirs précédemment cités? Et comment les complète-t-il pour finalement les dépasser? La question du temps dans la fiction est très complexe. Les temps d'une pièce de théâtre s'enchevêtrent. Parfois une vie entière se déroule en 1 heure et demie. Parfois les temps et les rythmes se superposent. Acteurs et spectateurs s'approprient ce temps pour le comprendre, pour le faire leur et l'habiter. Le temps est concentré au théâtre. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.